Il y a une violence qui est un peu structurelle et en fait c'est celle qui rentre en elle et elle se pose la question à chaque fois où elle va, où elle se dirige et comment elle essaye de dealer avec tous ces traumas qui l'assaillent. Donc c'était vraiment important pour nous que le personnage soit plus vieux pour pas qu'il y ait une excuse de la crise d'adolescence en fait, qui est souvent un truc utilisé pour dépolitiser un peu la violence et dire on est jeune et du coup on sait pas où on est, on se cherche. Là c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus vieux qui a réussi dans le monde mais qui malgré ça, malgré une réussite, Caroline Poggi, Jonathan Vinel. les réalisateurs de La fille qui explose. C'est l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui sont un peu emprisonnée dans sa solitude et dans une sorte de violence qui l'entoure dans le monde et qui essaie de réfléchir à ça, de où va la violence, qu'est-ce qu'elle devient voilà, dans sa vie quotidienne. Parce qu'en fait, on l'a écrit justement pendant le Covid. On venait de faire Bébé colère et on avait fait Martin pleure avant. Donc en fait, on avait déjà fait des films qui utilisaient des univers virtuels et en parlant de la solitude. Mais là, en fait, on voulait essayer d'aller plus loin. Et je crois que c'est un film qui a aussi grandi. Voilà, il s'est écrit pendant le Covid, mais après, en fait, il y a eu tout, enfin, le génocide à Gaza. Et en fait, c'est des images qui nous ont assaillis, qui nous ont traumatisés. En fait, c'était un peu une façon d'essayer de politiser le film et de se dire, il y a une violence qui est un peu structurelle et en fait, c'est celle qui rentre en elle et elle se pose la question à chaque fois où elle va, où elle se dirige et comment elle essaye de dealer avec tous ces traumas qui l'assaillent. Donc, c'était vraiment important pour nous que le personnage soit plus vieux pour pas qu'il y ait une excuse de la crise d'adolescence en fait, qui est souvent un truc utilisé pour dépolitiser un peu la violence et dire on est jeune et du coup on sait pas où on est, on se cherche. Là c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus vieux qui a réussi dans le monde mais qui malgré ça, malgré une réussite, elle a un sentiment de violence qui l'assaille, qui est immense et qui vient d'un trauma de juste regarder les informations et le monde tel qu'il est quoi. Elle se pose la question de comment être dans un monde qui est aussi violent en fait. Et je pense qu'elle n'a pas de réponse politique justement, mais en tout cas elle aimerait bien en trouver une. Nous, c'est vrai que nos premiers films, c'était vraiment des films qui partaient presque de la chambre d'ado et qui utilisaient, on va dire, tous les éléments de cette chambre-là, Jessica Forever, etc. Donc c'était des films très enfermés. Et il y a un moment où on a eu envie presque de sortir vers l'extérieur. Enfin, il y avait toutes ces vagues, on va dire, de révolte un peu sociale en France qu'on traverse et qui, bien sûr, trouvent des échos partout dans le monde. Et j'ai l'impression que La fille qui explose presque est devenue comme on a mis du temps à le faire, il est devenu une espèce de condensé et de trucs un peu mutants de toutes ces images en fait et ces sentiments qui nous ont assaillis. Je pense et j'espère que le film il trouve aussi l'écho chez d'autres gens en fait qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ces émotions-là et y voir pas forcément une guérison ou une solution, mais en tout cas un écho à une sensation que même traversent en fait au fil de leur quotidien. L'idée visuelle de Candice en morceaux, en fait c'est pas un truc qui était écrit au scénario, ça aussi on s'est laissé le temps et ça a grandi. À la base c'était elle avait qu'un seul corps tout entier et en fait on a eu cette idée à un moment de faire un patchwork, de presque lui faire un corps post-explosion et en fait qui se serait muté avec des corps de tout ce qui aurait explosé avec elle et qui devenait un espèce de monstre. Et c'était aussi l'idée c'est un corps imaginaire en fait. Pour nous elle est pas forcément exactement comme ça, mais en fait c'est tel qu'elle se voit et tel qu'elle est assaillie par la violence. C'est pas un personnage réaliste, c'est vraiment un personnage. Voilà, on a utilisé aussi la 3D pour créer une distance avec ça, parce que je pense qu'un film comme ça, tourné en prise de vue réelle, serait beaucoup trop violent. Je pense que la 3D aidait à mettre une distance de par le jeu vidéo. Voilà, c'est même une violence en gros qui s'infiltre en nous. En fait, c'est ce qu'elle dit dans le film, ça va dans les ongles, entre les dents, dans nos téléphones, etc. Donc c'est se dire que cette violence-là, finalement, même si on ferme les yeux, même si le docteur nous dit de ne pas la regarder, elle continue à être là et en fait, elle grandit en nous et c'est vraiment presque... Ouais, c'est un linéage du monde, en fait, que chacun absorbe malgré nous et à un moment...
on peut plus vivre avec et du coup on explose. On explose peut-être contre nous-mêmes ou contre d'autres personnes. En tout cas, c'est toujours la question de la violence. Pour nous, elle vient toujours en fait d'un espèce de rêve dans les mondes virtuels de faire une révolution, mais qu'en fait, vu qu'elle reste dans le monde virtuel, n'est pas effective. Parce qu'en fait, c'est tout le problème des jeux et tout ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est un désir de violence et tout, mais pour de faux. Et c'est aussi pour ça qu'on sait tous que ça marche comme ça et que du coup, on le fait pas dans la vraie vie forcément. Donc en fait, je pense que c'est des outils qu'on utilise pour essayer de se questionner sur le monde réel et de savoir comment on aimerait changer les choses. Mais en même temps, on sait que c'est pas vrai. Donc après, c'est comment à chaque fois utiliser ces outils du virtuel pour essayer de les mettre dans le réel et inventer une nouvelle règle du jeu et de nouvelles façons d'être ensemble, quoi. C'est toujours un truc de recherche et de résistance, mais je pense que les personnages n'ont pas encore les solutions à chaque fois. C'est vraiment un truc expérimental dans la recherche de apprendre à sortir d'un mécanisme et en fait apprendre à être heureux, quoi. C'est vrai que tout ce qu'on reçoit, c'est tellement, je sais pas comment dire, varié et ça va tellement dans tous les sens que c'est presque une façon un peu étrange d'ordonner et de réfléchir pendant un temps à toutes les sensations qui nous ont traversées pour essayer d'en rendre une voix, par exemple là, celle de Candice. Donc c'est presque une manière de ranger aussi un peu pour nous les choses. Maintenant, je sais où elle va, l'horreur. Elle rentre partout. En fait, dès le départ, pour être honnête, nous, on savait qu'on n'avait pas le budget de façon pour créer des personnages. Donc, en fait, on a appris sur des banques de 3D qui vendent des personnages, quoi, qui existent déjà des marketplaces. En fait, on cherchait aussi une femme noire, ce qui est très très rare parce qu'en fait, dans les modèles, c'est que des blancs en vrai. Enfin, tous les modèles de 3D et tout. Donc, en fait, on avait trouvé quelques-unes. Et en fait, après, on a eu cette idée justement de l'hybrider. Enfin, de lui faire encore multiple, mais ça c'était une influence qui venait du réseau social VRChat, qui est en fait un réseau où en fait tu prends des avatars et c'est en VR, mais en fait le truc c'est qu'il mélange plein de chartes graphiques différentes, donc t'as des personnages qui sont en 2D presque, vraiment des rendus hyper vieux, d'autres qui sont hyper réalistes, et du coup en fait c'est comme une esthétique du bug, et on aimait bien en fait l'idée de pas avoir un espace lisse, mais en fait un espace avec plein de rendus différents, et en fait c'était un peu une façon de créer son univers mental en fait dans le monde. En fait on a travaillé avec Lucien Cramp et Sarah Dibiza qui font tous nos effets spéciaux sur quasiment tous nos films d'anime. Et en gros, Sarah prépare les décors. Donc nous, tous les décors étaient écrits. Après, ce qui était assez génial dans ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de caméras portées. C'est la première fois qu'on expérimentait la caméra portée dans des moteurs de jeu. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait un rig épaule avec un téléphone. Et en fait, quand on filme la caméra portée, on était vraiment comme dans un studio. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait tous les éléments du décor, Candice était placée, les personnages s'il y avait besoin autour d'elle. Enfin, le décor était complètement constitué comme un studio. Et nous, on se déplaçait à l'intérieur avec la caméra portée, avec notre petit iPhone. Et en fait, on filmait chaque élément qu'on trouvait intéressant. Donc, il y avait une boucle d'animation. En vrai, le film, on l'a vraiment tourné à 4. L'animation, c'est moi qui bouge et qui m'enregistre avec un téléphone aussi. Donc, c'est vrai que, en fait, le film, quand on l'a pensé, il était beaucoup plus dur à faire et la technologie a tellement avancé là-dessus. En 4 ans, c'est incroyable. En fait, on s'est retrouvés à le faire à 4 dans des maisons paumées, dans des campagnes, quoi. Mais le film a eu tellement de retard aussi qu'entre-temps, on a fait It's the Night. Et en fait, c'était un projet, La fille qui explose, qui était censé avoir lieu avant It's the Night. Mais en fait, on a tout appris sur It's the Night. C'était le même logiciel Unreal Engine. Du coup, en fait, Sarah et Lucien, quand ils sont arrivés, ils avaient un truc où le projet était beaucoup plus abouti techniquement. Il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas pu faire avant, qu'on a pu faire à ce moment-là. Et après, je dirais que dans les contraintes, en gros, comme avec Jonathan, on découpe comme un tournage réaliste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Lucien et Sarah savent exactement qu'est-ce qu'on va filmer. Donc, en gros, ils préparent des scènes en sachant exactement s'il y a un gros plan là, il faut que ce soit clean. C'est vraiment assez précis. Donc, finalement, la seule contrainte, c'est limite ce qu'on a écrit. Parce qu'il y a un moment, on va être bloqué. Et si on se dit, ah bah ça c'est chouette, on aurait pu faire autre chose là, bah non, parce qu'en fait ton anime elle est pas prête et parce que ton décor il est pas fini à cet endroit-là. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment. On essaie de penser au maximum par rapport à la nécessité du montage, des plans dont on avait besoin, et de tourner à l'intérieur de ces mini-studios à chaque fois. C'était dément, mais c'était intense, parce qu'on avait on a fait 2 workshops, un premier de prépa et un deuxième de tournage, mais fignolage et tout, mais c'était 10 jours et c'était franchement des journées de taré. Et en fait, c'est presque un truc de colonie de vacances où on crée à 4, et nous, on est tout le temps là, en fait, donc il y a vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment l'idée d'un tournage, c'est pas
t'écris tes plans, on t'envoie le plan, tu fais tes retours en fait, on filme avec eux. Donc il y a vraiment cette idée, donc quelle scène on tourne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut, voilà. Après on l'a fait en 2 sessions, la première session on a vraiment tout préparé, les décors, les personnages, et après c'était vraiment le shooting en fait. Je pense que ça vient déjà dans le goût pour enfin pour moi pour le montage en tout cas, parce que moi j'ai une pratique de montage avant de faire des films. Et en fait j'ai vachement appris avec Godard et Chris Marker, et c'était un peu mes cinéastes préférés. C'était toujours l'idée de mettre ensemble des choses qui a priori ne sont pas faites pour aller ensemble, et de voir qu'est-ce que ça fait. Et c'est un peu, je pense qu'aussi ce qui nous rejoint tous les deux, c'est qu'on a aussi un peu le fantasme, en tout cas l'idée de faire un cinéma d'aujourd'hui, en tout cas qui parle du monde avec les outils d'aujourd'hui, d'aller dans des endroits différents et d'utiliser aussi des nouvelles technologies, non pas pour se dire qu'on utilise les derniers trucs et tout, mais pour essayer de parler d'une génération, quoi, et de comment en fait ces outils-là nous ont fait voir le monde différemment. Le monde est hybride et du coup il faut que les films le soient. Enfin, pour parler du monde, il faut que naturellement il soit comme ça. En fait, on essaye de pas créer de mur entre le réel et le virtuel, donc c'est vrai de travailler ça comme un prolongement et comme les avatars en fait. Pour nous c'est pas des personnages déliés des acteurs réels en fait, ça reste des prolongements, donc c'est vraiment d'essayer de voir une continuité entre ces mondes-là. Pour moi, ce film, il fait partie d'une famille de films qu'on a fait un peu inconsciemment. Il y avait Martin Pleur, Bébé Colère, même Best Secret Place. Donc en fait, c'est des films où on a expérimenté de plus en plus la 3D, où on a testé beaucoup de choses. Enfin, c'était des formes soit très courtes, 12 minutes, soit 1 heure pour Best Secret Place, par exemple. Et c'est à chaque fois, ça nous a permis de tester des nouvelles façons de faire de la 3D, des nouvelles manières de diriger les acteurs. Donc je le place vraiment dans une grande famille de films. Peut-être que La fille qui explose est le plus radical dans ce qu'il propose. Mais on s'est jamais dit voilà, qu'on allait arrêter le cours. C'est tellement long à faire un long métrage que je trouve ça aussi sain d'avoir d'autres projets pour pas tout cristalliser tes désirs de réalisation en fait sur un seul projet. Et je pense que La fille a aidé à ce qu'on fasse It the Night. Enfin les deux en fait ont communiqué d'une certaine manière. Donc moi je dis pas que je ferai plus jamais de cours en vrai, parce que je trouve que c'est quand même des projets qui te permettent d'être un peu plus en prise avec le présent. Voilà, vu que ça va un peu plus vite.